Bienvenue dans CFC SEO, la série qui raconte le parcours de celles et ceux qui, grâce à l'apprentissage, ont construit des carrières solides et parfois même fondé leur entreprise. Le podcast est à retrouver sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Bonne écoute. Bonjour Raphaël, bonjour Alexandre. Vous inaugurez notre série CFC SEO, une série qui souhaite valoriser la voie de l'apprentissage en montrant qu'on peut partir d'un CFC et atteindre des postes de direction ou même devenir entrepreneur. Vous êtes les fondateurs de TWKS, une agence de publicité et de design basée à Genève, créée en 2011, qui compte aujourd'hui une dizaine d'employés et collabore aussi bien avec des marques de luxe, des institutions que des acteurs de la culture locale. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Alors on l'a dit, votre entreprise, elle a plus de 10 ans maintenant. En fait, première question assez brute, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que votre agence, elle a évolué, elle a tenu dans un marché qui est assez difficile, on va dire? On a commencé par le début. Quand on s'est rencontré avec Raphaël, on s'est rencontré à l'école. Et c'est vrai que c'est à force de travail et puis de passion. C'est un métier de passion, le graphisme. On est tous les deux graphistes, on est tous les deux titulaires d'un CFC. Et puis c'est à force de se pointer tous les jours à 8 heures au travail, donc de persévérance, que je pense qu'aujourd'hui, avec l'apprentissage qu'on a eu aussi de l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, qui a fait qu'on a eu, bien sûr, de la rigueur, du travail, avoir cette conviction, c'est ça qui nous a menés en fait à la réussite aujourd'hui. La rigueur de l'entrepreneur. Mais votre agence, elle a quand même évolué, hein. Enfin, en regardant un petit peu au départ, vous vous appeliez le The Workshop, c'est ça? Enfin, c'était quoi l'idée derrière ce nom? L'idée derrière The Workshop, c'était l'idée beaucoup de la collaboration, du laboratoire, de créer quelque chose ensemble à plusieurs mains, de développer justement des projets. Et c'était aussi d'expérimenter, c'était de pouvoir toucher à passablement de choses. En 2011, on parlait beaucoup d'impression, peu encore de digital. On avait déjà cette envie de toucher à tous ces médias. Et c'est vrai qu'on a développé The Workshop dans un sens de laboratoire. Au début, c'était effectivement un atelier. On a commencé comme toute entreprise dans un garage. On faisait des t-shirts et puis des logos pour les amis. Puis sont venus les plus grands, plus de clients. Et en fait, cette connotation The Workshop, c'est-à-dire comme un atelier, c'était trop diminutif par rapport à l'agence telle qu'elle est aujourd'hui, qui est une agence beaucoup plus 360 de communication. Ah, donc vous aviez 25 ans donc, quand vous avez lancé l'agence? Même plus jeune. Même plus jeune. 22 et 23. Ah ouais, 23. Ok, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ce courage-là. Comment vous avez osé? La naïveté, je pense. La naïveté, c'est vrai. Ouais, je pense qu'en fait, on vient tous les deux, et Raphaël complétera, mais de familles qui sont pas sans entrepreneurs. Donc forcément, moi, je viens d'une famille plutôt académique, de médecins. Et c'est vrai que quand on a dit qu'on lançait notre entreprise, et pas beaucoup de gens ont cru en nous au début. On se disait, bon, ça doit être certainement un passage, ils essayent quelque chose. Ils n'avaient pas vraiment la vision entrepreneuriale. Et nous, pas aussi non plus. Au début, on a commencé comme ça. Oui, pour ma part, je dirais que la question aussi s'est jamais vraiment posée. Je crois qu'on a toujours été j'ai toujours été entrepreneur et il y a toujours eu cette idée de créer de soi-même et de pas se poser de questions. Mais effectivement, comme le soulignait Alexandre, la naïveté aide beaucoup à 22, 23 ans. Ah, c'est peut-être la fougue de la jeunesse, un peu, absolument, ça. Tout à fait. Mais parce que vous allez nous raconter un peu le début, comment ça a commencé? Parce que vous étiez ensemble au CFP Art, c'est ça? Et qui a amené l'autre? Enfin, expliquez-nous comment vous avez commencé cette aventure entrepreneuriale. Nous, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. On avait juste 2 formations qui étaient un peu différentes. Raphaël était plein temps à l'école, puis moi, j'étais en dual, donc chez un patron. Et c'est vrai que, ensemble, on a tout de suite senti une certaine synergie. On adorait pousser plus loin les projets même d'école. Raphaël avait un atelier, de sérigraphie. On pouvait concrétiser, imprimer, créer les projets. Et puis c'est vrai que, là, on a déjà senti qu'il y avait une certaine, synergie entre nous. Et ce qu'a expliqué Alex, on s'est retrouvés évidemment, sur le plan humain, mais on avait une envie, d'aller plus loin sur les projets. Puis les 2 à côté, on développait déjà énormément de projets. Que ce soit un atelier de sérigraphie, que ce soit à travers d'autres pratiques artistiques. L'école finalement, c'était un endroit dans lequel on se retrouvait pour ce on voulait atteindre un CFC. Mais en parallèle, on développait déjà, des projets pour, les amis, on développait des projets personnels. Ce qui fait que finalement, on amenait aussi tout l'extérieur à l'intérieur de l'école et c'est ce qui nous a aussi permis, d'évoluer, d'apprendre à travailler ensemble et puis petit à petit de resserrer certains liens. Et qui a osé de proposer à l'autre? Alors, c'est vrai on se pose jamais vraiment cette question, mais je crois que c'est devenu vraiment d'un commun accord parce que Raphaël a toujours été indépendant. Il a toujours eu, cet atelier de sérigraphie à Perly, si tu me permets de
Mais aussi de citer Mettons en valeur nos communes. exactement, exactement et puis moi, j'ai un petit peu ensuite, à la suite du CFC, j'ai travaillé un petit peu sur la place à Genève, et on est tous les 2, on se rendait compte que, ben, forcément, on pouvait amener, ça plus loin et on s'est appelés, en fait. On s'est dit: «Bon, pourquoi pas, pourquoi on n'essayerait pas?» Et c'est vrai qu'on s'est pas mis ensemble comme un collectif d'artistes en disant: «Bon, bah, on va essayer quelque chose». C'était tout de suite, avec une vision entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on fait notre métier, mais on essaye vraiment aussi de faire, enfin de faire fleurir cette entreprise. Moi, j'ai vraiment ce souvenir aussi de Alex qui m'appelle, qui me dit: «J'ai fait le tour de l'agence. Là, aujourd'hui, j'ai envie de me mettre à mon compte. Toi, tu es déjà aussi en train de travailler et j'ai envie qu'on fasse quelque chose et puis qu'on aille dans le sens, de l'entreprise». Aussi Mmh. quelque chose, qui a été un grand déclencheur, bah, par exemple pour moi qui travaillais seul à ce moment et qui cherchait une synergie avec, quelqu'un qui avait envie, de développer et c'est vrai qu'Alex est arrivé aussi avec beaucoup d'ambition et bah, ça a permis, de faire aussi ce qu'on a fait. On c'est mieux à 2 aussi, enfin, vous auriez pu le faire tout seul? Bah, alors moi, je pense que ça aurait été très difficile, comme on le dit souvent et on blague avec Raphaël, de dire: «Bah, si on devait recommencer, est-ce qu'on recommencerait?» Je pense que peut-être que oui, mais pas du tout de la même manière vu que, bah, là, on a un peu appris sur le tas. On a des formations de graphiste et effectivement, on n'avait pas de formation de gestion d'entreprise. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a appris au fur de ces, 15 ans l'année prochaine. Et c'est vrai que qu'on parlait de synergie, mais on parle vraiment de complémentarité au niveau des caractères. Moi, j'ai un caractère qu'on va dire peut-être plutôt audacieux, créatif et Raphaël a un caractère plus de structure, de management et c'est cette complémentarité-là qui nous a permis d'amener l'agence où elle est aujourd'hui et c'est vrai qu'on cherche souvent et je dirais, ben, ça c'est un conseil, c'est de trouver quelqu'un qui nous complète bien. Au niveau, du travail bien sûr et du caractère, c'est encore mieux. Mais donc toi, Raphaël, tu avais ces notions de management, enfin, comment tu as acquis ces notions-là? Absolument pas, je pense que ça fait partie des des traits un petit peu humains, qu'on a au fond de nous. Peut-être, une certaine, empathie, en tout cas de mon côté. Puis à un moment donné, là, de se rendre compte finalement dans quoi on est bon. Le fait de travailler à 2, ça amène ça aussi. Quand on est 2 sur un projet et qu'on a le même objectif, c'est-à-dire de le finir et puis d'aller au bout, on voit bien les forces de l'un et de l'autre et on voit bien justement, là où on va pouvoir appuyer et qui va pouvoir plutôt, engendrer une certaine partie, et accepter finalement, bah, de pas tout faire, accepter qu'il y a une partie qui nous appartient plus et de se répartir les rôles et les responsabilités. C'est sûrement ça aussi qui a été un des premiers apprentissages, de l'entrepreneuriat. Ah, c'est un bon jeu de mots justement, mais je voulais aussi vous poser la question, voilà, là, vous nous présentez un peu le tableau idéal, mais les 1ers déboires, un peu les défis que vous avez rencontrés, Ouf, il y en a plein. Ah voilà. non, non, alors l'entrepreneuriat, attention, c'est pas quelque chose qui a une ligne directe comme, voilà, on commence pas en bas, on finit en haut en ligne directe. Plutôt des vallons, des montagnes. Il y a plein de moments où il faut se remettre en question, hein, on a plein de doutes. Voilà, on n'avait pas vraiment le tracé qui était établi et très clair. On se rappelle de fois où, ben, quand on doit faire, à l'école, on apprend par exemple pas à faire un devis. Donc c'est des choses qui peuvent, on peut se faire avoir. On sait par exemple aussi les conseils, légals par rapport à des clients. Là aussi on s'est fait avoir. Il y a aussi toute la gestion aussi qui a été parce que la gestion, elle se fait quand même malgré tout à 2. On se consulte, on se voit tous les matins, on parle de l'entreprise et c'est vrai que c'est là, en fait, on essaie vraiment d'apprendre, de l'un de l'autre suivant les différentes, on va dire les différentes interactions qu'on a et les différents apprentissages qu'on a dans la journée donc ça aussi, ça c'est quelque chose qui est important quand on travaille à 2. C'est aussi de pouvoir, voir les choses aussi de manière différente, se remettre en question. Et ben, voilà, il y a typiquement, on parlait aussi notamment, on a des employés, donc 10, on est monté jusqu'à 18 employés. Et il y a aussi toute une notion RH, gestion, management qui est pas du tout la même quand on est que 2 quoi. Ça, mais il y a eu un soutien, enfin, j'imagine mutuel dans ces périodes de doute, ça aide d'être à 2. Hyper. Ouais, je pense que c'est là où ça fait une énorme force. Quand il y en a un qui doute, il y a l'autre qui est là justement, avec une vision qui permet, bah, de passer justement ces obstacles, puis de se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui sont déjà passées, là-dessus, d'aller chercher justement aussi les bonnes personnes, des mentors, des personnes qui vont pouvoir nous accompagner. Comme Alex le disait, on vient pas de famille entrepreneuriale et un des gros enjeux pour nous, ça a été aussi, bah, de trouver des personnes qui ont fait ce qu'on a fait avant nous, qui ont pu nous permettre aussi de nous donner certaines clés et ça a été aussi un énorme bagage, pour aussi développer l'agence. Enfin, qu'est-ce qu'ils vous disaient vos proches, voilà, quand on se lance à 23, 22 ans, dans l'entrepreneuriat? Bah, moi, de mon côté, je crois que déjà, même le fait de partir, dans une école d'art, on disait que j'étais un saltimbanque. Après coup, c'est vrai que de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup peut-être de doutes. Ils pensaient que c'était une lubie, que c'est quelque chose qui allait passer, qu'on essayait de faire quelque chose et petit à petit, bah, on a convaincu, au fur et à mesure des mandats qui ont été remportés, d'un espace qu'on a commencé à développer aussi
Et là, tout à coup, il y a une certaine fierté de la part de l'entourage qui dit: «On y a réussi». Mais au début, je pense que c'est pas forcément le premier soutien direct qu'on a. Ça passe aussi beaucoup par, les amis qui, tout à coup, on commence à avoir une possibilité de nous confier des projets. Puis ça se fait petit à petit au fur et à mesure des opportunités. Et est-ce que votre formation, elle a contribué à avoir cet esprit entrepreneurial? Malheureusement, je pense pas. C'est quelque chose qui était vraiment, en nous. On était vraiment très entrepreneurs déjà à l'école. On avait vraiment envie toujours de pousser les projets de plus en plus loin et ça, c'est quelque chose qui effectivement, ben, ça s'apprend pas. C'est quelque chose qu'on a en nous ou pas. Après, c'est vrai qu'il faut avoir, bah, les épaules solides, il faut être, à l'aise avec, la notion de risque, il faut être à l'aise avec la notion d'un futur qui est pas forcément certain. On est sur des marchés qui sont pas non plus aussi très faciles. La formation de graphiste, elle est pas protégée. N'importe qui peut dire qu'il est graphiste, aujourd'hui. Donc voilà, tout ça mis dans le panier, effectivement, pour, une famille plutôt académique de mon côté, c'était pas très, rassurant, on va dire. Mais vos profs, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Alors quand voilà, on apprend que 2 de nos élèves, se lancent. Ils sont fiers parce que je pense qu'ils défendent déjà la profession. Ils comprennent pourquoi on fait ça parce qu'ils l'ont fait avant nous et on a eu du soutien, de la part de nos professeurs, que ce soit sur des mandats qui ont pu être, donnés, dès le début. Parce que la plupart des professeurs aux arts appliqués sont aussi des professionnels à côté. Ils ont leurs, ateliers et du coup, ils participent, déjà, on va dire, à l'économie. Mais au-delà de ça, on a beaucoup été, comparés aux précédents élèves qui ont aussi monté les agences. Donc pour nous, c'est vrai qu'il y avait une stimulation, là derrière qui nous a poussés. Ouais, donc c'est peut-être un nid à entrepreneur indirectement, si je t'entends bien, dans le sens que il y a des anciens qui sont les professeurs sont des professionnels, enfin, on montre un peu le métier. Oui, puis en même temps, cette culture, elle est pas du tout développée. En tout cas, à l'époque, on était au CFPR, on n'a pas les professionnels qui venaient, pour justement faire du partage de connaissances. Finalement, nos professeurs étaient des professionnels, mais peut-être que par contre, il manquait, cette dimension de workshop, cette dimension d'atelier avec des externes qui permettaient justement, de renforcer le potentiel, tempérament entrepreneuriaux, qui pouvait naître. Dans le côté de l'apprentissage à Genève, il y a une stat qui est assez, éloquente, mais c'est qu'aujourd'hui, 5 des élèves qui sortent du cycle, hein, donc très, très jeunes, ils choisissent l'apprentissage. Seulement 5. Vous, ça vous évoque quoi ce chiffre-là? Bah, c'est une, statistique qui est assez difficile, pour nous quand on entend ça, on se dit: «Bah, c'est vraiment dommage» parce que l'apprentissage, plus qu'effectivement, ben, ensuite l'entrepreneuriat, ensuite d'avoir une agence, de gérer une agence et cetera. C'est vraiment aussi, nous en tout cas comme on l'a vécu, c'est qu'on continue là où la théorie s'arrête. Ça veut dire qu'on passe en pratique et tout dépend de ce métier qui est hyper important, c'est de pratiquer, c'est de vraiment se confronter à la réalité. Les métiers théoriques, c'est très intéressant d'avoir, des masters, c'est tout à fait reconnu et tout à fait important et pour que la société fonctionne bien, mais c'est hyper important aussi de ne pas perdre toute une notion pratique, c'est-à-dire une notion, je dirais pas jusqu'à, l'art, mais c'est des métiers d'art, des métiers d'artisanat, des métiers de savoir-faire et ça, c'est quelque chose qui doit être, absolument valorisé. Donc oui, c'est quelque chose qui nous attriste, effectivement. Bah et le chiffre est assez clair. Ça veut dire qu'il y a quand même on pourrait dire que 95 aussi valorisent beaucoup plus une voie académique, à une voie, justement d'apprentissage. Parce qu'elle est encore perçue comme une voie peut-être de garage, de nouveau sans mauvais jeu de mots, mais c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui manque alors selon vous, pour qu'on valorise, davantage la filière de l'apprentissage? Ah ouais, plusieurs choses qui peuvent exister, mais c'est vrai que déjà il y a une valorisation à faire au cycle, enfin quand avant de pouvoir faire, sa sélection, donc vraiment montrer que l'apprentissage est une possibilité et puis pas juste un deuxième choix. Ça, c'est très important et puis aussi, bah, dans notre métier, on va parler de quelque chose qu'on connaît, donc dans le graphisme, on n'a pas beaucoup d'associations qui défendent le métier, qui pourraient venir parler justement avec des professionnels. On en a 2 en Suisse, qui est la SGD et la SGV, qui sont deux associations de graphistes, mais qui parlent plutôt à la Suisse allemande, on va dire. Mais localement, c'est difficile d'avoir vraiment, un terreau, d'entrepreneurs qui ont travaillé dans le graphisme et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler nous, parce que c'est vraiment Ah, quelque c'est vrai chose qui nous intéresse, ouais. vous allez porter ce message-là? Bah, on aimerait bien, on a c'est en discussion, on est en train de se dire: «Ah, ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir, quelque chose de plus solide, à Genève». Et vous, qu'est-ce que vous diriez alors du coup à un jeune qui est au cycle, qui hésite entre la voie, gymnasiale et l'apprentissage? Je crois que pas hésiter à aller sur la voie de l'apprentissage, elle ouvre exactement les mêmes portes. Aujourd'hui, s'il y a une volonté de faire un cas pratique, d'avoir un métier aussi pratique, on peut faire une maturité professionnelle, qui ouvre toute la porte des HES derrière et qui permet de faire n'importe quelle passerelle.
il y a aucun choix qui est figé aujourd'hui, qu'on choisisse la voie de l'apprentissage ou la voie, académique. On peut aller de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un. On voit aujourd'hui beaucoup de cas de figure de personnes qui, après le collège, font des apprentissages. Il y a absolument aucune, raison. C'était mon cas d'ailleurs, hein. Ouais. Moi, j'ai fait le collège aussi, puis ensuite j'ai fait un apprentissage. C'était pas le premier choix, par contre. Non, Ouais, bah, tu cette idée de dire: «Bah, en fait, bon, bah, il faut quand même que je trouve, bon, maintenant j'arrive à un certain âge, puis il faut que je trouve un métier». Et en fait, je pense que c'est là aussi l'essence, c'est d'avoir un métier concret. Ça, c'est quelque chose qui, ben, dans un monde qui est de moins en moins tangible, je pense, qui est de moins en moins certain, je trouve effectivement l'apprentissage a toute sa raison d'être. Non, j'allais dire, c'est vrai que j'oubliais qu'on a un peu ce même, bagage. Moi, j'ai fait l'école de commerce avant de faire, les arts appliqués, mais c'est vrai que j'avais peut-être moins, cette vision de futur, de travail et je suis parti de l'école de commerce parce qu'à force de dessiner, bon, on sait que la place, elle était peut-être plus, dans une école d'art que dans une école de commerce et finalement, bah, aujourd'hui, je me retrouve à appliquer énormément de règles que j'avais pas comprises, mais apprises en tout cas, lors de ma formation à l'école de commerce, que ce soit des règles de comptabilité, de fiscalité, de gestion, pure et dure. Donc, c'est assez drôle de se retrouver aussi, là où ça a commencé, en étant passé par une école d'art qui a absolument pas appris, en tout cas cette voie-là, ouais. Vous, là-dessus, est-ce que vous avez des apprentis? Vous avez eu des apprentis? Ah oui, on a formé, 2 apprentis de A à Z, dont c'est quelque chose dont on est très fiers. On est une entreprise formatrice. C'est facile de former des apprentis? Non, pas du tout. Dans le sens où on doit suivre effectivement un plan de formation, qui est aussi daté, un plan de formation qui est plus en lien avec les objectifs aujourd'hui, qu'on a au sein de notre métier. On est dans des métiers qui ont énormément évolué, le digital qui est arrivé de plein fouet, des technologies qui font que ça change au quotidien, je dirais, notre manière, d'aborder le travail et former un apprenti aujourd'hui, c'est réussir à le mener au CFC, mais pour le mener au CFC, il faut qu'il accomplisse, certaines règles, on va dire, de la formation. Mais ces règles aujourd'hui, elles sont caduques et le temps qu'ils refassent ces plans de formation à Berne, bah, on sait comment ça se passe, ça prend une dizaine d'années donc d'ici là, finalement, on est toujours en retard sur la formation. Voilà, c'est assez, grave ce que tu dis. Ça veut dire que les plans de formation ne sont pas adaptés à la réalité du terrain. Exactement et nous, en l'occurrence, ce qu'on a fait dans la formation des apprentis, c'est qu'on a décidé aussi, d'une certaine manière, de s'écarter un petit peu de ces plans de formation, de former des apprentis pour qu'au lendemain, ils puissent, être capables de travailler, qu'ils puissent être capables, bah, d'avoir les outils qui leur permettront aussi, d'une certaine manière, de vivre de leur, métier et par rapport à ça, on est obligé de dévier du plan de formation, puis de les accompagner le mieux possible à ce qu'à l'examen du CFC, ils aient leur, diplôme. Ce qui a marché pour les 2, ce qui a excellemment bien marché, pour même un des 2 qui a monté son agence, derrière. Mais en quoi ce plan de formation, il est en retard par rapport à la réalité du terrain? Évidemment, c'est que aujourd'hui, le terrain, il évolue extrêmement vite. Il y a aussi, toutes les questions qui sont liées justement aux outils digitaux et notamment à l'intelligence artificielle, qui font que le plan de formation ne peut pas prendre en considération, bah, ces changements qui arrivent à peu près, du jour pour le lendemain. Mais l'IA, on la traite, par exemple, dans ce plan de formation? Enfin, comment évolue, votre filière? Non, on la traite pas et puis c'est vrai que, bah, après c'est un grand questionnement aujourd'hui dans le métier, l'utilisation, de l'IA, comment est-ce qu'on l'utilise? Chez TWKS, on a décidé de l'utiliser plutôt comme un outil et non pas comme un moteur. La créativité humaine, elle sera toujours, défendue, que ça soit un humain qui fait qui crée. Après effectivement, assisté par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est tout à fait et qui sera de plus en plus, le cas dans notre métier, ça c'est évident. Et pas que dans notre métier d'ailleurs, hein. Mais vous faites comment? Vous vous formez, vous aussi, pour être à jour? Absolument, on fait énormément de veille, chez TWKS et c'est là où, on passe en tout cas une bonne partie du temps, quand on fait de la veille, à pouvoir s'informer entre nous, entre collaborateurs, pour savoir justement quels sont les différents outils, quels outils on pourrait potentiellement mettre en place à l'intérieur, mais c'est de l'agence, mais c'est vrai que ça, c'est une cuisine interne pour pouvoir faire les meilleurs projets possibles. Après, l'utilisation de l'intelligence artificielle est inévitable dans notre métier. Maintenant, ça va surtout être une certaine transparence. J'allais dire aussi pour, raccrocher peut-être avec le CFC qu'un des gros avantages du CFC, c'est de nous apprendre à réfléchir. C'est aussi de nous apprendre à développer des concepts, à développer des idées qui sont originales, de remettre aussi le côté artistique et l'art simplement, au milieu de la table et c'est quelque chose qu'une IA aujourd'hui ne fait pas. Elle aide à développer plus vite, mais finalement elle réfléchit pas, comme un être humain peut le faire. Vous avez vu ce compte Instagram Balance ton IA? C'est très bien. Nous, on veut défendre le métier. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est évident quand on voit
les acteurs locaux utilisaient l'IA et puis surtout, bah, de cette manière-là, c'est-à-dire de pas une qualité, très enfin, que ça c'est pas très qualitatif. Mais c'est vrai qu'il faut une certaine, transparence et le métier n'est pas que le métier de graphiste, c'est le métier d'illustrateur, de photographe. Il y a tous ces métiers-là qui font partie et qui sont impactés directement par l'IA. Il y a un vrai problème de crédit. On en discutait avec, 2 de nos clients avec les HUG et l'EPFL, pour les citer, qui aujourd'hui, cherchent à développer une charte justement, pour créditer la manière dont on utilise l'IA. C'est très bien d'utiliser, mais encore faut-il, dire qu'on utilise de l'IA et pas, dire que c'est potentiellement une création, graphique, qui appartient à un graphiste. Elle appartient à l'IA et il faut le renseigner. Donc il y a un enjeu de transparence. Mais si, est-ce qu'aujourd'hui ces métiers-là sont des métiers d'avenir? Alors évidemment, c'est juste une manière différente de créer. Il faut pas oublier que lorsque la photographie est apparue, tous les peintres étaient révoltés en se disant: «Non mais comment est-ce qu'on peut faire en un cliché tout d'un coup un tableau, c'est pas possible». Et puis pourtant la photographie est devenue un art plus tard. Il faut accepter l'évolution, mais il faut garder la tête froide quant à où est-ce qu'on place les valeurs et la création. Moi, je voulais vous poser la question, c'est aussi on entend, c'est pas mal de formulaires à remplir pour avoir un apprenti, tout ce suivi-là, bah, est-ce que c'est lourd, en termes d'RH et cetera pour avoir un apprenti? Alors en termes d'RH, oui, au niveau du suivi, c'est plus lourd. Par contre, en termes de formalité, c'est vrai que l'OFPC fait quand même vraiment son travail de ce côté-là pour accompagner sur le recrutement d'un apprenti. Finalement, on est assez soutenu. La première année, elle est à peu près payée, pour l'apprenti avec le fonds d'apprentissage, qui permet, bah, justement d'avoir un salaire à zéro. Il faut savoir qu'un apprenti, de toute façon, on le rentabilise jamais vraiment. On est là pour, l'accompagner dans la formation et puis parce qu'on croit aussi en la formation. Mais la paperasse administrative, elle est beaucoup plus liée dans la création d'entreprise, enfin, elle est beaucoup plus importante au niveau de la création de l'entreprise que dans la formation d'un apprenti et de son recrutement. Ça, c'est assez facilité. Il y a un autre problème qu'on a, ici, enfin qu'on ressent, c'est le côté des l'influence des parents. Parents, bah, voilà, et je pense, bah, peut-être que toi, tu été concerné Alexandre, mais qu'on pousse plutôt à cette voie gymnasiale et je voulais vous poser la question, vous, bah, qu'est-ce que vous diriez aussi aux parents, et faire passer ce message-là aujourd'hui, concernant, bah, la filière de l'apprentissage? C'est la phrase qu'on entend, que je pense beaucoup d'étudiants entendent, c'est: «Bah, si t'es pas sûr, fais la voie, on va dire, gymnasiale et académique parce que ça te garde toutes les portes ouvertes». Tu pourras toujours choisir une voie, plus, par la suite. Ce qui est pas faux en soi, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, je veux dire, c'est tellement essentiel de commencer à passer à la pratique. Toutes ces années, nous, on est très, reconnaissants. C'est ce qu'on se dit souvent avec Raphaël, vu qu'on a commencé notre entreprise très tôt. C'est vrai que quand maintenant on a une trentaine d'années, voire bientôt pour moi, une quarantaine d'années, mais on a déjà 15 ans d'entreprise. Donc on est encore des jeunes entrepreneurs avec une grande expérience derrière, vu qu'on a commencé très tôt et ça, je pense que ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus large et c'est pour ça que je leur dirais de commencer tôt, c'est mettre la main à la pâte, c'est aussi de savoir si ça nous plaît ou pas. Et un principe peut-être de base de faire confiance à ses enfants. Il y a un moment donné où il y a tout un cursus qui a été fait, où les enfants sont matures, en tout cas pour prendre certaines décisions et puis d'aller aussi dans leur sens, de les laisser faire leur expérience. Comme je disais, aujourd'hui, la voie de l'apprentissage, elle permet après des passerelles, c'est pas une voie, où à la fin il y a aucune opportunité. Vous, si vous regardez votre parcours et je pense que c'est un des éléments qui va rentrer en jeu, mais quand vous regardez votre parcours, qu'est-ce qui vous rend le plus fier finalement? Est-ce que c'est justement d'avoir commencé de zéro ou d'avoir formé, bah, des apprentis Bah, et il y a beaucoup de choses qui nous rendent fiers, aujourd'hui. C'est vrai que, bah, comme on disait, c'était un travail qui a été, laborieux, c'est pas quelque chose qui a été, facile. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de valeurs, chez TWKS, qui sont importantes. Il y a des clients pour lesquels on refuse, par exemple, de travailler, certaines industries comme, les tabacs, ça c'est des clients avec lesquels on refuse de travailler. Mais on a aussi des valeurs qui sont humaines, de partage. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand on regarde en arrière, ben, on se dit: «Ben, oui, hein, il y a un beau chemin qui a été accompli», et surtout, ben, on arrive vraiment à faire aujourd'hui, ce qu'on veut, et ça, je veux dire, c'est une grande fierté et puis surtout, ben, qu'on a pu, aussi la transmettre, via des apprentis, mais aussi les échanges qu'on a avec nos collaborateurs et surtout les clients, qui aujourd'hui, font beaucoup de sens. On a des clients qui nous permettent d'exprimer notre créativité avec, aussi un sens à notre métier et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important aujourd'hui, dans notre société. Il y a aussi la fierté, je pense que ça fait 15 ans, aujourd'hui qu'on existe, c'est un travail qui est reconnu parce qu'il perdure dans le long terme. Là où on voit aujourd'hui beaucoup d'agences aussi qui ferment les portes, par rapport au contexte, soit économique ou ce qui se passe, autour de nous. Mais
tenir, depuis 15 ans et puis continuer de développer, continuer d'engager, continuer, d'avancer, c'est aussi une fierté. Et si vous parliez à vous à 16 ans, qu'est-ce que vous vous diriez? Voilà, non, on sait que vous avez fait différentes options, puis vous êtes après passé à l'apprentissage, mais voilà, aujourd'hui, avec du recul. Enfin, je dirais quand même fais une Matu Pro, ça peut ouvrir, certaines portes si un jour, tu as besoin et reste effectivement, éveillé à tout ce qu'il y a, autour de toi, pas trop, focus sur ce que tu crois savoir et garder un certain esprit, d'ouverture par rapport à la nouveauté aussi. Et toi, Alexandre? Bah, voilà, exactement, savoir se remettre en question. Je pense qu'à 16 ans, on a des fois des doutes, mais on a aussi beaucoup de convictions. Effectivement, bah, c'est surtout, moi j'insiste sur le fait de rester curieux. C'est quelque chose qui est hyper important, rester curieux, garder une âme d'enfant, garder cette envie, cette fougue, parce que c'est ça finalement quand il y a plus rien qui fonctionne, c'est là où on va puiser pour se dire: «Allez, on remet le pied à l'étrier, on continue». C'est cette vision, globale en se disant: «Bon, bah, on va y arriver». C'est ça que je leur dirais, j'arrive: «Bah, tiens bon, quoi. Tiens bon, ça va». Vous auriez fait tout pareil? Absolument pas, non. Oh là, Ah, c'est absolument pas. Non, non. Bah, en fait, c'est vrai que le fait d'avoir commencé en apprenant sur le tas la gestion d'entreprise avec Raphaël, c'était énormément de doutes, je disais de remise en question, mais c'était un énorme apprentissage aussi. Et aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a du monde de l'entreprise, du secteur, du marché, on est beaucoup plus mature aujourd'hui pour se dire: «OK, si on devait recommencer ça aujourd'hui, je pense qu'on serait, plus efficace». Après, on reconnaît toujours le fait qu'on a eu énormément de chance, qu'on a aussi un réseau qui nous a aidés. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut pas revenir. Oui, la complémentarité de nouveau, à la base, quand c'est 2 graphistes qui s'associent ensemble pour créer une agence, finalement dans l'équation, il manque, un volet, que ce soit un volet d'organisation, de développement, de business développement aussi et petit à petit, au fur et à mesure du développement de l'agence, bah, c'est vrai que la chance qu'on a aussi eue, puis la chance qu'on a, créée, c'est de répartir les rôles, c'est de vraiment d'orienter les 2 dans des secteurs différents qui nous permettaient de développer l'agence. Et puis la suite, pour vous, ça se dessine comment? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes active uniquement à Genève ou c'est au niveau national? Bah, le but, c'est de on croit pas à la grande agence de 50 personnes. Ça, c'est pas quelque chose, aujourd'hui qui est pour nous, crédible. Nous, on a décidé de justement, vu qu'on a eu toutes les casquettes dans la société, on a connu tous les rôles, on va dire, de la société, que ça soit Raph ou moi et puis aujourd'hui, bah, le but, c'est effectivement de pouvoir avoir une agence qui est beaucoup plus facile à gérer par le fait qu'on va plutôt engager des talents, seniors qui vont être plutôt spécifiques et puis on a aussi en 15 ans, on a développé tout un réseau de partenaires, qui ont des talents très spécifiques. Donc là, on va être plus vraiment une agence qui va avoir, ben, tout un écosystème de partenaires autour d'elle. Donc c'est de vraiment déjà, maintenir, on va dire, notre chiffre d'affaires, de jusque-là. Ça, c'est quelque chose qui est déjà quelque chose qui pas facile dans le contexte actuel. Puis après, bah, développer, on va dire, bah, la créativité, développer le portefeuille client et puis, ben, nous, on est très local. On a des clients locaux, ça, c'est quelque chose qu'on défend. On défend la créativité, on défend le design suisse, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important. Mais les clients locaux, comme vous l'avez dit, de multiples industries, que ça soit du luxe à l'institutionnel, au culturel, bah, ils ont des rayonnements aujourd'hui qui sont nationaux, voire internationaux pour certains. Donc c'est un peu vraiment être dans le bassin, à Genève. On défend vraiment aussi ça c'est hyper important pour nous. On est très, local, focused mais on est fervent croyant que justement Genève peut rayonner. Je crois que justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre par rapport à la première question, une des choses qui fait que ça tient encore aussi aujourd'hui, c'est aussi cette connaissance du marché local. Le fait d'avoir grandi ici à Genève, de connaître la culture du marché, de se rendre compte quand même en ayant essayé de travailler pour la Suisse alémanique, c'est une culture très différente, et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas forcément, mais qui a beaucoup à faire aussi, bah, sur le plan local avec des entreprises qui ont des portées beaucoup plus grandes, que le marché local. Ah, il y a ce Rushdie Graben, il est bien marqué. Il est quand même bien marqué et c'est vrai qu'on s'en rend compte. On travaille avec beaucoup de prestataires, du côté justement de la barrière, germanique, pour aussi une qualité, un savoir-faire et puis pour ce côté suisse qu'on va rechercher. Mais en termes de culture, par exemple du côté client, c'est différent. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Alexandre, Raphaël, pour ce mot de la fin, surtout sur l'apprentissage. Je vous remercie aussi pour ces confidences sur l'évolution de TWKS. J'ai entendu d'ailleurs que ça il y en a qui prononcent Twix. Non, non, mais il peut prononcer ça absolument comme il veut, il y a pas de problème. Non, très Tant qu'on nous prononce, ça va.
Ouais, tant qu'on parle de nous, c'est bien, c'est ça. Non, très bien, mais merci beaucoup et comme on l'a dit, bah, vous avez inauguré un peu cette série, de CFC SEO. Vous le portez très bien d'ailleurs et puis vous êtes des jeunes entrepreneurs, donc merci beaucoup à vous. Merci. Merci à Raphaël et Alexandre d'avoir lancé cette série avec énergie. Votre parcours montre que le CFC peut être un vrai tremplin vers l'entrepreneuriat, l'innovation et le leadership. On se retrouve très vite pour la suite de CFC SEO avec d'autres parcours qui montrent jusqu'où l'apprentissage peut vous emmener. Retrouvez ce podcast sur YouTube, Spotify et Apple Podcast.